Merci beaucoup à vous. On est très, 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 très heureux de vous retrouver ce matin. Euh, on a pas mal de personnes qui nous regardent, qui sont pas français, pas francophones. Est-ce que pour celles et ceux qui vous connaîtraient pas, vous pourriez vous présenter? Ah, alors, c'est un bon exercice. Bonjour. Est-ce que les gens parlent français? Oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Comment me présenter? Écoutez, je suis né le 3 juillet 1980 à Nantes, en Loire-Atlantique, sur la côte ouest, en France. J'ai eu une scolarité désastreuse. J'étais toujours dernier ou avant-dernier pendant toute ma scolarité. Je suis né dans une maison où il n'y avait pas de télé et où j'ai eu la chance d'avoir accès à une grande bibliothèque, ce qui m'a permis de lire énormément et d'ailleurs de ne faire que ça pendant beaucoup d'années, toutes les années de mon enfance et de ma jeunesse. Voilà. Ensuite, j'ai été renvoyé assez tôt de l'école puisque j'étais manifestement incompétent. Et ensuite, j'ai sautillé d'emploi en formation, tout ça avec un niveau parfaitement médiocre, jusqu'à ce que je me décide à écrire des romans ou en tout cas à tenter de les écrire. Voilà. Donc entre autres, pour les métiers, j'ai travaillé dans l'immobilier. J'étais embauché pour vendre des maisons et des appartements et je ne les vendais pas. Ce qui, ce qui a créé un certain nombre de licenciements et de renvois, à juste titre. Comme travail absurde, j'ai travaillé dans un hôpital pour ouvrir des robinets et les fermer, sauf que j'oubliais d'en fermer certains, donc mes patrons n'étaient pas très contents. Sinon, j'ai vidé les poubelles dans les cages d'escalier et j'ai fait un métier très beau, très dur et très poétique pour lequel j'ai été très mal payé, qui était cueilleur de fleurs de sel dans les marais salants de Guérande sur la côte atlantique. Voilà, entre autres, j'ai aussi travaillé dans une maison d'édition à l'accueil comme factotum et j'étais encore dans ce domaine-là très incompétent. Vous avez une brève histoire de ma vie. J'ai 4 frères et sœurs, beaucoup d'amis, une épouse, voilà. Un chat, un chien. Non, 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 j'ai déjà un mal fou de m'occuper de moi-même. Je ne peux pas m'occuper d'un autre être vivant. Enfin, un enfant, pourquoi pas un jour, mais non, non, non. D'accord, merci. Mais je vous en prie, est-ce que ça vous convient comme Absolument, absolument. On va passer peut-être présentation? à votre parcours. Oui, pour votre parcours d'écrivain, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ou est-ce que vous êtes entré dans le milieu de la littérature un petit peu par hasard? Comment ça s'est passé? Ah, mais c'est une très très bonne question. J'ai, comme je vous le disais, j'ai énormément lu. Vous savez, quand il n'y a pas de télé dans un foyer, il y a deux choses, soit la lecture, soit l'ennui. Et je pense que ces deux activités, d'une part, se complètent puisqu'elles permettent de faire travailler l'imagination. Ces deux activités m'ont permis justement de développer un certain sens de l'imagination, j'imagine. Bon, il y avait d'autres activités, taper sur ses frères et sœurs, par exemple, mais enfin, ça n'est absolument pas recommandé. Ça arrive parfois quand on s'ennuie. D'ailleurs, eux aussi me tapaient dessus, c'était assez réciproque. Mais donc, très vite, à force de lecture, évidemment, j'ai voué une admiration sans limite aux écrivains. J'imagine que c'est la même chose que tous les gens qui regardent en ce moment la Coupe du Monde. Quand on regarde sans cesse des matchs depuis sa plus jeune enfance, on a des velléités pour devenir footballeur professionnel. Enfin, j'imagine, en tout cas, quand je l'observe autour de moi, évidemment, tous mes amis auraient voulu être champion du monde un jour ou l'autre. Et donc, bah, moi, ça n'est pas joueur de football, c'est plutôt écrivain. Ceci dit, évidemment,
quand on est dernier, avant-dernier ou avant-avant-dernier de la classe pendant des années, qu'on redouble sans cesse, qu'on est renvoyé, il y a des choses qu'on ne peut pas formuler comme plan de carrière ou comme objectif. Lorsque vous êtes premier de la classe, vous dites je veux être astronaute, c'est souvent le cas. Voilà, je veux être chirurgien, je veux être vétérinaire. Les enfants veulent souvent devenir vétérinaires, mais quand ils ont des chats et des chiens chez eux, c'est une option qui revient souvent. Mais ça, c'est quand on est dans les 5 premiers de la classe. Quand on est dans les 3 derniers, il est très difficile d'annoncer un objectif aussi délirant que celui de devenir écrivain, vous voyez. J'avais déjà une réputation d'abruti, d'idiot. Alors, si j'avais annoncé que je voulais devenir écrivain, je serais passé pour encore plus idiot que je ne l'étais. Voilà, donc ça n'est pas venu très très vite, mais en réalité, il y avait trois domaines dans lesquels j'étais plutôt bon à l'école. Il y avait le sport et il y avait le français et l'histoire. Voilà. Mais le français, j'étais assez mauvais en grammaire, en conjugaison, etc. Tout ça, c'était de la torture pour moi. Mais selon les profs, mon imagination fonctionnait ou pas. Voilà. Donc, on m'a souvent dit que j'avais une belle plume. Et donc, à l'époque, ça faisait partie des seuls compliments que j'avais à l'école et à la maison. Et donc, bon, je suis un peu idiot, mais pas totalement. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal comment dire, de poursuivre dans un domaine qui m'attirait des compliments plutôt que de poursuivre dans des domaines qui m'attiraient des reproches. Voilà. Mais très honnêtement, je me suis mis à écrire vers 17 ou 18 ans, je crois, et tout ça a été très, très médiocre, très mauvais. Je ne savais pas comment m'y prendre. Écrire n'est pas aligner une suite de mots. Comment dire, la première tentative, c'était 5 jeunes qui étaient sur une plage, au sable forcément jaune, avec une mer forcément bleue, un ciel d'un autre bleu, un soleil d'un autre jaune. Ces gens arrivaient de nulle part, ne faisaient rien, n'avaient rien à se dire et surtout n'avaient aucune direction où aller. Donc finalement, bon, j'ai dû fumer 50 clopes pour écrire 200 mots. J'étais foncièrement épuisé et mon texte ne ressemblait à rien. Mais j'ai aimé cet exercice et je me suis acharné au fil des années. Voilà, voilà. Vous voyez, ça n'est pas quelque chose qui est venu à 5 ans déclarer à tout le monde je vais devenir écrivain. C'est venu au fil du temps. Et puis, la paresse a joué énormément. La chance d'être renvoyé de mes emplois très souvent me laissait beaucoup de temps libre. Et donc, de ce temps libre, j'ai essayé d'écrire des romans. À partir de ce temps libre, j'ai essayé d'écrire des romans. Comme j'ai été souvent renvoyé, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre. Parce que justement, à cette époque, vous disiez, ah, mes écrits, ça valait rien. Est-ce que vous étiez votre propre critique ou est-ce que vous aviez déjà soumis votre travail quand vous aviez 17-18 ans? Alors, là encore, c'est une excellente question. Et le premier, cette histoire de 5 jeunes sur une plage, j'ai compris assez vite que c'était lamentable. Moi-même, j'avais du mal à le relire. Ensuite, j'ai essayé d'écrire un texte. En plus, c'était un texte écrit à la main et j'écris très, très mal. Et là, c'était une période où j'étais très prétentieux dans ma vie. Et j'avais soumis mon texte à des amis qui s'étaient littéralement foutus de ma gueule, qui étaient extrêmement mal à l'aise. Et vous savez, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où vous manquez complètement de confiance en vous, puis il y en a d'autres où vous vous imaginez plus fort que vous ne l'êtes vraiment. Voilà. Là, en ce moment, je manque radicalement de confiance en moi, mais à cette époque-là, je me disais, tiens, c'est bien ce que j'ai fait, donc j'ai eu l'audace de le présenter et je me souviens d'une soirée avec des amis qui m'ont complètement laminé, à juste titre d'ailleurs, mais à ce moment-là, ça m'avait fait assez mal.
Mais bon, ils avaient raison, c'était très mauvais. Voilà, mais ils l'ont dit sans prendre de gants. Et ensuite, comment dire, je suis assez paresseux comme garçon. Et je me suis fait renvoyer d'un boulot dans l'immobilier et j'ai décidé d'aller m'enfermer sur la côte pour écrire un roman. Et j'avais déjà réfléchi depuis 2 ans à ce roman. Donc il était bien prêt dans ma tête. Mes personnages avaient une histoire, ils savaient où ils avaient un présent et ils savaient où ils allaient en quelque sorte. Et là, tout au long de l'écriture, quand je parlais de mon texte à mes amis, ils changeaient de sujet de conversation. Et donc ça, c'était assez désagréable. C'est-à-dire qu'ils ne rebondissaient même pas. Ils ne disaient pas, ah oui, c'est bien. Non, non, ils changeaient de sujet de conversation parce qu'ils étaient extrêmement embarrassés. Voilà. Mais ce texte m'a valu comment dire, des refus positifs de la part de beaucoup d'éditeurs, c'est-à-dire par là que les éditeurs me disaient continuez à écrire. Voilà. Et donc là c'était encourageant, même c'était très encourageant. J'avais, Donc, vous voyez, vos questions sont courtes, mes réponses sont très très longues. c'est exactement ce qu'on veut, donc c'est parfait. Bon, je ne vais C'est pas vous bon décevoir. qu'on veut entendre. J'avais lu quelque part que c'était votre frère qui vous avait proposé de vous loger, de vous nourrir et pour vous donner le temps d'écrire votre premier roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si vous avez eu à ce moment-là une routine euh, spéciale lors de l'écriture? Oui, 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 oui. Alors, j'avais déjà écrit 40 pages d'un texte qui me paraissait convenable. Et ensuite, je me suis appuyé sur ces 40 pages pour frimer dans les soirées. Et comme je vous le disais, ça mettait les gens profondément mal à l'aise, peut-être à raison d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, je m'appuyais sur ces 40 pages euh, en me disant, voici le début de ma vie d'écrivain. Et je me suis fait renvoyer, je suis allé au Pouliguen et mon frère m'a dit, je t'accueille uniquement si tu écris tous les jours. Voilà, je ne veux pas t'accueillir à la maison pour que tu glandes toute la journée, que tu ailles te promener sur la plage et que tu regardes la télé ou que tu lises à longueur de journée. Et donc, je trouvais ça, je trouvais que c'était un bon deal en quelque sorte. Il m'a prêté son ordinateur, il m'a payé du café, il m'a acheté des cigarettes tous les jours. Et c'est à partir de ce moment-là, pendant ces 2 ans au Pouliguen, que j'ai appris à écrire. Et donc les techniques, c'est une technique que j'applique toujours désormais. Et je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai quelques explications. J'aime bien me lever extrêmement tôt. J'aime bien me lever quand il fait nuit. J'aime bien le sentiment que rien ne bouge autour de moi, j'aime bien le sentiment de ne rien rater à 5 heures ou à 4h30. Tout est silencieux, il n'y a pas de mouvement, on n'est pas en train d'empiéter sur une journée normale. La nuit, l'obscurité, la pénombre, ça me stimule énormément. Ce qui est très étonnant, c'est que quand le jour se lève, une partie de la magie disparaît. Voilà, je suis enveloppé dans une pénombre, dans un calme, dans une solitude, dans une bulle. Voilà, j'allume des bougies, un feu de cheminée. J'ai l'impression que le monde est à moi pendant ces 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, ça c'est extrêmement important. Les autres techniques, bah, écoutez, c'est assez peu recommandable. Enfin, je bois énormément de café, jamais d'alcool. J'ai écrit une seule fois sous l'influence de l'alcool. J'étais persuadé d'avoir écrit un texte nobélisable et le lendemain, il était poubellisable, ce texte. Euh, donc, c'est très mauvais, c'est une très mauvaise idée. Ce qui est une très mauvaise idée aussi, mais que je fais à chaque fois, c'est que je fume énormément. Et il va peut-être falloir que j'arrête et que j'écoute de la musique à fond la caisse.
J'écoute une musique. La musique est une béquille indispensable dans mon processus d'écriture. Généralement, je mets une musique très dynamique, mais je choisis aussi parfois une musique en fonction de la sensibilité que je veux pincer en moi. Si je sais que je veux écrire une scène très mélancolique, par exemple, je choisirais un groupe comme Portishead ou Radiohead. C'est une béquille. Ça m'accompagne. Ça ne joue pas tout, mais ça me met dans une disposition d'esprit qui me rend plus sensible, je pense, et qui me permet d'accompagner les phrases que j'écris. Et que Voilà pour vous mes techniques. intégrez. Oui, j'écris de 5h à 7h30, voilà. J'avance énormément dans mes questions. Je rebondis Est-ce sur que ce mes que... réponses sont trop longues? Vous me le Non, dites, pas du hein? tout. Pas du tout, Non? mais ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, Pourquoi Mr. Bojangles de Nina Simone dans votre livre En attendant Bojangles? Eh bien, écoutez, cette histoire est assez folle parce que ça n'a l'air de rien ça n'avait l'air de rien quand j'y ai pensé. Effectivement, après, quand on se rend compte que les ventes du CD explosent sur Amazon et que la musique passe sur des radios que j'écoutais, c'est assez dingue. Mais j'ai un ami qui m'a rempli. Je vivais à Paris à l'époque. J'étais dans la situation la pire de toute ma vie. Et pourtant, j'avais connu des situations compliquées, mais là, c'était vraiment un désastre total. Rien n'allait, le moral, le physique, les finances, le présent et les perspectives, tout était absolument lamentable. Et vraiment, je traversais une période pénible. Et j'ai un ami qui a rempli mon iPod, les tout petits iPods, les plus petits, iPod Touch, je crois, à l'époque, de musique. Et donc, celle-ci est passée, je me promenais dans les rues de Paris, en plein hiver, il faisait un froid désastreux, tout était gris. Les visages des gens, les façades des immeubles, les trottoirs, le ciel et mon âme, tout était gris. C'était un gris absolument abominable. Et cette musique est passée. Et je n'ai pas identifié Nina Simone tout de suite, parce qu'il n'y a pas de, vous ne pouvez pas voir le nom de la personne sur l'iPod Touch. Et, et c'est cette voix rocailleuse, chaleureuse, mélancolique, mais avec des envolées de gaieté, une chaleur incroyable. Cette musique m'a réconforté instantanément. Je ne vais pas dire que je me suis épanoui comme une fleur sur le trottoir de Paris et que je me suis mis à sautiller et que la lumière a percé à travers les nuages et que tout le monde s'est mis à danser le twist dans la rue. Pas du tout ça, c'est pas Mary Poppins. Mais la perception de ma journée, de mon état et de mon environnement a un peu changé. Et quand une musique a ce pouvoir, cette force, déjà, c'est fabuleux. Ça fait partie des miracles. Et donc, je l'ai remise en boucle pendant toute la journée, pendant tout le temps où je marchais dans les rues de Paris. Je l'ai remise le lendemain, je la recherchais désespérément parce que c'était assez compliqué. Vous savez, il y avait 70 chansons, il fallait cliquer pour retrouver. Puis je passais ma journée à cliquer pour la retrouver. J'ai cédé à la tentation, je suis allé me réfugier chez mes parents, qui à 33 ans n'est pas un signe de réussite totale. Je me suis réfugié chez eux, dans le sud de l'Espagne. Je suis arrivé, il faisait un temps fabuleux, une chaleur, une douceur incroyable. Lorsque nous sommes arrivés dans la ville d'Altea, là où ils habitent, je suis rentré dans le bureau de tabac qui fait bar aussi. Il y avait des odeurs de fleurs d'oranger, de jasmin. Il y avait du jazz qui passait. Et
il y avait des Espagnols qui jouaient aux cartes, des vieux, et qui parlaient, qui riaient, qui criaient. Et voilà, quand je suis rentré dans la voiture, j'ai demandé à ce qu'on mette Bojangles, et tout d'un coup, ma mission était d'écrire un roman. Hein. Quand je suis arrivé chez mes parents, je l'avais dit à personne, mais les odeurs, la douceur de vivre, la chaleur, le jazz, les Espagnols et Bojangles, et je me suis dit, j'ai l'identité visuelle, olfactive, sonore de mon roman. Tout y est. Le jazz, cette chanson, tout m'enveloppait. Voilà. Et quand je me suis mis à ma table de travail le lendemain, à 5 heures, j'étais impatient. J'ai remis évidemment Bojangles et voilà comment le roman est né. Donc c'est assez fou. J'aimerais bien retrouver ça là. Je suis en train d'écrire. Il m'a fallu 3 minutes dans un bar pour acheter des cigarettes et j'avais le roman. J'avais pas l'histoire, mais j'avais le roman. Je savais où mes personnages étaient, voilà, où ils allaient danser. C'est un miracle, en quelque sorte. Alors, justement, quand vous écrivez, Ça vous est-ce dérange que pas si je fume faites, non, peut-être que merci. l'inspiration va venir et on va vous voir écrire en direct. Oui, mais ce serait beau. Euh, quand vous écrivez, est-ce qu'il y a justement quelque chose, une chose à laquelle vous pensez en premier? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que c'est le thème général? Est-ce que c'est un personnage en particulier? Ou est-ce que c'est très, très variable d'un roman à l'autre? Alors, ça change radicalement d'un roman à l'autre. Et d'ailleurs, je crois savoir que vous avez lu ou parlé de mes 3 romans, et vous aurez constaté qu'ils sont radicalement différents les uns les autres. Ce sera une Ils sont prochaine question, justement. Oui, comment dire, et chaque roman est totalement différent. Même si ma technique, je vous l'ai dit, mes coutumes de travail, mon habitude, ma routine est la même. C'est, c'est, je les aborde à chaque fois de manière totalement différente. Rien ne ressemble à. Mon écriture ne vient pas de la même manière. Je, je, Ouais, Bojangles, ça a été d'une fluidité incroyable. J'ai écrit le texte, ça venait, je construisais le soir dans mon lit, que j'écrivais le lendemain, et voilà, et j'ai écrit tous les jours pendant 40 jours, un truc comme ça, 50 jours. Euh, et j'ai rien eu besoin de. J'ai rien modifié quand le texte est arrivé chez l'éditeur. Il y avait des modifications étaient minimes. Euh, Euh, donc, je n'avais réfléchi à rien, sauf ce moment dans le bar tabac en Espagne. Pactum Salis, je me suis inspiré de choses que je connaissais très bien, deux métiers que je connaissais très bien pour les avoir très mal appliqués. Et donc, j'avais déjà en tête 2 milieux que j'avais fréquentés. Donc, j'avais le vocabulaire, j'avais les techniques, j'avais les habitudes, j'avais les décors, puisque j'avais travaillé dans ces décors-là. Et Florida, ça faisait 7 ans que je pensais à ce texte. Et donc j'avais, disons, 60% du texte, puisqu'évidemment, quand vous écrivez, il y a une partie d'improvisation totale, vous êtes embarqué par les personnages, etc. Mais bon, j'avais toute la ligne directrice, la trame, le récit, je savais comment ça allait se terminer. Il fallait que je remplisse les cases, en quelque sorte. Voilà, et là, aujourd'hui, bah, c'est pareil que pour Bojangles, j'ai eu l'idée la veille de me mettre à ma table de travail, mais je dois reconnaître que ça n'est pas aussi fluide, ça ne vient pas de manière aussi spontanée, donc je suis obligé de revenir en arrière, de reprendre des passages. Voilà, à chaque fois, c'est totalement différent. J'ai le sentiment, mais je suis dans une période d'écriture et de doute, que plus le temps passe, moins j'écris bien. Voilà, c'est quand même étonnant. Je suis le seul homme qui, plus il pratique quelque chose, plus je fais mal. C'est très étonnant. Je vous dis ça, mais j'espère que
c'est la période qui veut ça. Alors justement, est-ce que vous avez déjà eu l'angoisse de la page blanche? Eh bien non. En revanche, non, non, j'écris. Quand je me lève pour écrire, dans 95% des cas, j'écris. J'avance. Et c'est la nature de ce que j'écris. Voilà, j'écris, mais là, j'avais fait une tentative en mai. Tout ce que j'écrivais était profondément médiocre. Voilà. Donc, je n'ai pas de page blanche. J'ai le, j'ai le syndrome de la page merdique. Voilà. Pas de la page blanche. Et donc, vous disiez que vos 3 romans sont radicalement différents. Et est-ce que parmi ces 3 romans, il y a des histoires ou des personnages ou même des traits de caractère où vous êtes inspiré de vous pour les écrire? Alors, oui, déjà, je pense que quel que soit le sujet, le sujet qu'on traite, le personnage qu'on fait vivre et à qui on donne naissance, il y a toujours un fond de nous. Honnêtement, les journalistes mettent tout le temps un fond d'eux. On ne peut pas être totalement détaché de ce qu'on écrit. Même si on essaye de prendre beaucoup de distance, il y a toujours quelque chose, c'est profondément personnel, l'écriture. Et certains journalistes le laissent transparaître plus que d'autres, mais étant donné que c'est charnel, que ça vient de l'intellect, il y a toujours quelque chose, il y a une empreinte. Moi, je pense que les seules personnes qui ne mettent absolument rien dans un texte, c'est ceux qui écrivent les notices pour les modes d'emploi d'un micro-ondes ou d'un aspirateur. Là, ça devient très compliqué de mettre de soi. Mais quand on donne des cours, quand on écrit un article, quand on écrit une carte postale, enfin, même dans une liste de cours sur un post-it, on met de soi dans la mesure où la hiérarchie de la liste de courses va montrer ce qui a pour vous le plus d'intérêt, quelles sont vos priorités. Voilà, vous mettrez plus souvent une tablette de chocolat en premier lieu que des éponges, parce que voilà, vous êtes plus pressé de manger du chocolat que de passer l'éponge, je suppose en tout cas. Et puis même, sans parler de priorité, la liste reflète quelles sont vos envies, vos besoins et finalement ce que vous êtes un peu. Donc on met toujours un peu de soi, ou même beaucoup. Pour Bojangles, il s'avère que je fais un peu moins maintenant, mais j'ai beaucoup fait la fête. Je fais souvent la fête. Donc c'est un couple qui fait la fête. Voilà. Et étant donné que je traite de l'histoire d'un enfant qui a des problèmes de dyslexie, qui a des problèmes à l'école et qui a du mal à se faire comprendre. Évidemment, il y a quelque chose qui vient de moi. Sa scolarité, c'est un peu la mienne, en somme. Même si son enfance, je ne parle pas du drame qui vient après, est beaucoup moins drôle, mais son enfance est plus sympathique, plus joyeuse, plus gaie et plus féerique que la mienne. Je parle de la partie joyeuse du roman. En ce qui concerne Pas tout le service, oui, évidemment. Ce sont 2 métiers que j'ai pratiqués, 2 métiers dans lesquels j'ai parfaitement échoué. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, cueilleur de fleurs de sel. C'était très poétique, c'est dans un environnement féerique, mais j'étais très mauvais. On peut aimer faire quelque chose et le faire très mal. Voilà, et donc ces 2 individus, Jean et Michel, sont les versions abouties de ce que j'aurais pu être. Car quand je travaillais dans l'immobilier, même si j'étais mauvais, j'avais envie de réussir dans ce domaine et de gagner de l'argent. Et je n'en gagnais pas. Donc, Michel est une version aboutie. C'est quelqu'un qui a suivi le même processus que moi en commençant en négociateur immobilier, mais qui a très bien réussi.
Et quant à Jean, lorsque je suis arrivé dans les Marais Salants, je n'avais qu'une envie. À l'époque, je sortais de l'écriture de mon premier roman, qui faisait 500 pages, dont je viens de vous parler, et je n'avais aucune envie de rentrer dans le monde. Je m'étais déjà retiré du monde pour l'écriture du texte, et j'avais envie de continuer. Et donc, il n'y a rien de mieux que de s'enfoncer dans les Marais Salants, qui sont très peu visités. Les moments où je travaillais, il n'y avait absolument personne, donc je passais 4 heures dans un paysage lunaire, féerique, désertique, très sec, très rocailleux. C'était une manière pour moi de sortir du monde. Et donc, je me disais, un métier dur, donc je savais que je n'avais pas le courage, mais je me disais, j'aimerais bien racheter des Marais Salants et y faire ma vie, même si je me doutais bien que je n'allais pas en être capable. Vous voyez, vous pouvez avoir des objectifs dont on sait qu'on ne sera pas capable de les réaliser, pas de les vivre. Et donc, lui, il réussit. Il quitte Paris, il rentre dans ses Marais Salants, il y consacre sa vie en ermite. Voilà, il finit par détester un peu le monde qui l'entoure. Voilà, donc ça, je savais vraiment. Ce qui concerne Florida, c'est un documentaire que j'ai vu il y a de nombreuses années. Et quelque chose qui m'avait frappé dans ce documentaire, ce sont les regards des mères et les regards des filles, ou les regards de certaines mères et les regards de certaines filles. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien écrire un roman sur cette relation. Donc là, je me suis documenté. Ensuite, je suis allé à Miami. J'ai eu la chance et le hasard de tomber sur un concours pas un concours de minimis, c'est un concours de bodybuilding, un championnat du monde même. Et donc, étant donné que Elisabeth, Elisabeth a grandi pendant 7 ans dans mon esprit. Je ne veux pas dire que j'y pensais tous les jours, mais j'y pensais souvent. Et donc, quand je me suis mis à ma table de travail, Elisabeth existait déjà. C'était déjà un être à part. Enfin, c'était un personnage, c'était même une personne qui existait pour moi. Ce que j'ai mis ce que j'ai donné de moi à Elisabeth, c'est un peu ridicule comme expression, mais la vengeance. J'ai été animé pendant des années par un esprit de vengeance, par un esprit vindicatif. Je connaissais ça, je connais la perte de temps, l'inutilité, mais aussi le côté jouissif de l'envie de vengeance. Ça fait un bien fou d'imaginer sa vengeance, ça fait un bien fou de vouloir se venger, mais ça ne sert à rien. Voilà. C'est une perte de temps considérable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Le discours que je tiens peut vous montrer que je n'ai plus du tout cet état d'esprit. Mais c'est quelque chose que j'ai senti, qui m'a obsédé. Et donc, la pauvre Elisabeth, je lui ai donné ce fardeau, ce sac à dos, et je lui ai dit, démerde-toi. Donc, c'est quelque chose que je connaissais, voilà, entre autres. Je ne vous entends plus, Emma. Elle a dit merci. Oui, j'ai dit merci, pardon. Ah bon, parfait, merci. Merci à vous. On a lu, donc à l'Alliance française, on a lu vos 3 romans et on les a fait en book club. Le prochain à venir, la semaine prochaine, ce sera Pactum Salis. Et on a bien remarqué que les 3 romans sont radicalement différents. Du coup, est-ce qu'il y a un style Olivier Bourdeau? C'est le gros problème, je pense. C'est un problème et puis ça n'en est pas un. Le succès de Bojangles m'a offert une liberté éditoriale totale. Et donc, je me suis dit, je vais écrire ce que je veux. C'est ce que j'ai fait. Je suis content d'avoir profité de ma liberté. Et surtout, comment dire, je pense que c'est le sujet qui détermine le style.
c'est ma théorie. Elle peut être démentie, contrecarrée et ridiculisée. C'est ma théorie. La fantaisie de Bojangles, la musique, le rythme imposait des rimes, imposait de la poésie, imposait une certaine cadence. Et donc, j'ai écrit ce texte d'une certaine manière. En revanche, la rugosité des rapports entre Michel et Jean, la rugosité du paysage, la dureté du travail de Paludier et la poésie aussi des lieux exigeaient une poésie, mais différente, de description. Et donc, la poésie se retrouve uniquement dans les descriptions, pas dans les intentions de la mère, dans Bojangles, qui dit voilà, allons en Espagne, faisons ci, faisons ça. Et c'est ces intentions qui rendent le texte poétique, en quelque sorte. Voilà, Florida, c'est une histoire de vengeance dans deux milieux qui sont très durs et qui sont. Alors, j'ai une vision différente quand même du bodybuilding, puisque le bodybuilding, c'est un choix. Les bodybuilders sont majeurs et vaccinés. Voilà, et il y a vraiment de tout dans les bodybuilding. Je ne juge pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Les minimis, c'est différent, c'est souvent un peu elles ont entre 3 et 12 ans, et voilà, c'est un milieu beaucoup plus dur. C'est une compétition, et ça traite de la vengeance, comme je le disais. Donc, c'était nécessairement un style haché, direct, incisif, et les dialogues devaient être intégrés pour que ce soit aussi dynamique, car Elisabeth sort son bazooka dès qu'elle en a l'occasion et elle flingue dans tous les sens. Et donc voilà, je réfléchis à l'environnement, au sujet, aux personnages, à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils vivent. Et je me dis, voilà à peu près le style que. Voilà. Et quand je me mets à écrire, normalement, l'empreinte se présente immédiatement, puisque j'ai déjà réfléchi. Voilà. Et pour finir avec vos trois romans, est-ce que parmi les trois, il y en a un qui vous tient plus à cœur ou pas vraiment? Oui, c'est Florida. C'est Florida. Je trouve que c'est mon meilleur roman. Bonjour Florida. Oui, je trouve que c'est le meilleur pour plein de raisons. La première, c'est que elle m'a accompagné pendant 7 ans. Ensuite, je l'ai écrit en partie pendant le confinement, et c'était assez étonnant parce que je ne voyais pas mes amis, évidemment, comme personne, c'est un lieu commun, mais je passais beaucoup de temps à me promener et à construire Elisabeth dans ma tête, à lui parler. Et donc, elle a fini par devenir plus réelle que la plupart de mes amis que j'avais seulement au téléphone ou que j'avais du mal à avoir ou par texto. Voilà. J'ai passé plus de temps avec elle pendant la période d'écriture, plus de temps à parler avec elle, plus de temps à penser à elle qu'à penser à mes amis. Et voilà. Et puis, il y a autre chose, c'est que le défi était. C'est la veille de mettre à ma table de travail, parce que c'est une chose d'avoir le personnage en tête, d'avoir son histoire, sa trajectoire. La veille de mettre ma table de travail, j'ai été saisi d'une angoisse terrible, puisque je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre dans la peau d'une jeune fille aux États-Unis? Et donc, c'est ce qui s'avérait être le plus compliqué, en fait, des trois romans. Et a priori, j'ai réussi, parce que j'ai eu une presse
une critique incroyable. Ce que je voulais dire par là, c'est que oui, la critique a été excellente et bon, la presse en tout cas a considéré que le défi que je m'étais lancé était réussi. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Pour les lecteurs, il y a un tiers qui n'a pas aimé, qui a trouvé ça trop dur. Et il y en a une partie aussi qui a trouvé qu'on sentait que c'était un homme qui écrivait. Et bon, c'est comme ça, il faut accepter la critique. Mais globalement, c'est pour ça que c'est mon préféré. C'est que j'étais assez étonné d'y arriver. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, vous lancez dans une entreprise ou en vous disant je vais jamais y arriver. Et quand vous y arrivez, bon, la satisfaction est quand même 2 fois plus grande, quoi. C'est pas se lancer dans quelque chose que vous faites très bien depuis longtemps en disant bon bah c'est cool, j'ai réussi. Là, bon, il y avait une certaine angoisse et je considère qu'il a été réussi et c'est la raison pour laquelle il a une place particulière dans mon cœur. Très bien. Je vais revenir sur En attendant Bojangles. Vous nous avez déjà expliqué un petit peu la naissance du roman. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu le succès du livre, l'adaptation au cinéma, tout ça? Est-ce que vous avez participé au projet? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, c'est un lieu commun et c'est un mot bateau, mais vraiment, le sentiment, c'est quand même l'idée d'un tourbillon magistral, magnifique et par moments étouffant. Le succès, enfin, il faut se rendre compte qu'on passe de... Moi, je suis un glandeur, un paresseux, donc j'avais l'habitude d'avoir 1 ou 2 rendez-vous par mois et tout d'un coup, on se retrouve propulsé avec 5, 10 rendez-vous par jour, des interviews partout, tout le temps. Mon éditeur m'appelait sans cesse pour m'annoncer qu'il avait été vendu en Slovaquie, aux États-Unis, que le cinéma s'y intéressait. Ce qui était assez étonnant, c'est que je vivais chez Suzanne, qui allait devenir ma femme à l'époque, mais maintenant, mais qui était ma petite amie à l'époque. Et comment dire, mon environnement, c'était un petit appartement, n'avait pas changé. Mais la réalité, c'est que je recevais des appels et des mails qui étaient complètement délirants. Il y a Isabelle Adjani qui m'a envoyé des textos et donc vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même endroit et voilà. Et mon éditrice m'avait appelé pour me dire qu'il y avait AB Productions, la boîte de production non pas AB Productions, B Productions, la boîte de Brad Pitt qui était intéressée. Enfin, rendez-vous compte, vous passez de rien du tout. Alors bon, Brad Pitt n'a pas acheté les droits, hein, tant pis pour moi, tant pis pour lui, j'en sais rien. Mais enfin, vous êtes toujours au même endroit et vous vous retrouvez à travailler énormément, à avoir la tête qui tourne, à répéter sans cesse la même chose, à répondre à des interviews de journaux que vous lisez depuis des années, avec plein de gens qui vous font plein de compliments, alors que très honnêtement, je n'ai jamais vraiment eu de compliments tout au long de ma vie. Donc ça aussi, c'est quelque chose de bizarre quand tout le monde vous trouve formidable, alors que on ne vous l'a jamais dit déjà et que vous n'avez pas le sentiment de l'être. Il y a une grande différence entre ce que vous pensez être et ce que les gens vous disent, quoi. Vous dites, merde, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont tous défoncés ou ils sont tous ivres. Enfin, il y avait... Ça crée vraiment un truc bizarre. On est embarrassé, vraiment. C'était pas vraiment une habitude. Pourquoi ça n'était pas une habitude? Parce que je n'avais rien fait tout au long de ma vie qui me permettait d'obtenir des compliments. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Et là, les gens arrivent avec des sourires incroyables, les gens pleurent devant vous, les gens sont émus, et ils ont un enthousiasme débordant. Et surtout, c'était en 2016, 2017, ça faisait 3 ans que personne ne voulait de mon texte.
Donc, ça fait 3 ans que vous vous dites, bon, il est bien gentil, à force de le relire, vous avez l'impression que c'est une merde. Et donc, la différence entre ce que vous pensez de votre texte et ce que les gens viennent vous en dire, vous vous dites, c'est un sketch géant. Enfin, je vis dans une autre dimension, où les gens vivent dans une autre dimension. Donc, c'était assez étrange et c'était fabuleux. Enfin, vraiment, on se retrouve dans des émissions de télé qu'on regarde, dans des émissions de radio qu'on écoute, et dans des journaux. On a une page entière dans les journaux qu'on a l'habitude de lire. Donc, c'est Est-ce que, complètement dingue. est-ce que vous aviez un sentiment de revanche, du coup, avec tout ça? Alors, non, je n'ai pas. Je vous ai dit, j'ai été animé par un sentiment de vengeance, une volonté vindicative pendant quelques années, mais je n'ai aucun sentiment de revanche, non, rien du tout. J'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas celui-ci. Je suis heureux, voilà. Il y a plein de gens qui sont revenus, et il y a beaucoup de mes amis qui m'ont reproché d'avoir accepté que ces gens-là reviennent. Mais en réalité, bon, bah, écoutez, moi, ça me faisait plaisir, même si ce sont des gens qui ont été un peu distants, un peu médisants, dont je savais qu'ils n'étaient pas toujours aimables en parlant de moi pendant des années. Je m'en fous, en réalité. Ces gens-là viennent, sont souriants, aimables. Vous voyez, ça ne change rien, tant mieux. Plus il y a de gens aimables autour de moi, plus la vie est sympathique. Je ne sais pas si j'arrive à. J'ai encore des amis qui me disent, mais tous ces mange-merdes qui sont revenus, et alors? Et alors, bon, bah, ils sont gentils, ils sont souriants. Ça me faisait de la peine quand je les croisais et qu'ils faisaient des grimaces. Maintenant, ils arrivent avec des sourires. Je ne veux pas m'en priver, je m'en fous. Alors, ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qu'ils étaient. Je ne suis pas naïf. Bon, enfin bon, s'ils sont de bonne compagnie, je ne vais pas leur foutre un coup de pied au cul en leur disant que, voilà. Donc, non, pas de sentiment de revanche, uniquement une joie incroyable. Ça y est, j'y suis. Quand vous commencez à écrire, vous regardez un peu comment se passe le monde de l'édition. Le monde de l'édition, c'est qu'il y a à peu près 1 million de Français qui écrivent, qu'il y a 1% de ces textes qui sont édités, et que sur ces 1%, il y a seulement 1% des gens qui sont édités qui arrivent à en vivre. Donc, autant vous dire que c'est un loto, cette histoire. Être édité, c'est un miracle. Le plus beau jour de ma vie professionnelle, c'est bien quand Finitude m'a appelé. Et je me suis dit, je fais partie de ces 10%-là. Signer un contrat d'édition. Mais très honnêtement, on m'a envoyé un chèque de 1 200 € et ils m'ont dit, c'est tout ce que vous aurez avec ce texte. Donc, 1 200 €, c'est le SMIC. On vit un mois avec ça. Donc, vous voyez, c'est pas non plus. Je me suis pas transformé en Gatsby magnifique. Mais c'était très important d'arriver à ce stade. Bah, maintenant, j'ai la chance de faire partie des 1% de ces 10%. Donc, voilà, je suis profondément heureux de ça. Je n'ai aucun esprit de revanche. Alors, je vais modérer ce que j'ai dit. Il y a une chose qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est d'être étudié à l'école, de voir mon texte torturé, de savoir que mon texte va torturer des élèves au bac de français. C'est même pas de la vengeance, mais c'est une petite satisfaction malsaine. Vous voyez, alors qu'on m'a foutu une série de coups de pied au cul pendant 15 ans à l'école, eh bien, je reviens par la fenêtre et maintenant, je suis sur les tables et sur les tableaux. Et donc, oui, ça me fait marrer. Évidemment, je suis content. Il n'y a aucun esprit de revanche. Quand je vais faire des rencontres dans les écoles, je ne m'amuse pas à humilier les professeurs, tout simplement parce que je me suis senti humilié à l'école. C'est pas. Et Alors, il y a des petites pirouettes de l'histoire qui sont sympathiques à observer. un petit mot sur
l'adaptation cinématographique. Est-ce que vous l'avez vue? Oui, ouais, ouh là là, mon Dieu, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu beaucoup de fois. Vous me demandiez si j'avais participé. Non, il y a eu 50 intérêts, 50 réalisateurs, producteurs intéressés pour adapter le livre. Donc déjà, ça c'était un sacré tourbillon aussi. Qu'évidemment, on se retrouve devant des comédiens qu'on connaît, des réalisateurs dont on a vu les films, et ces gens-là sont là pour vous draguer, puisque c'est eux qui sont en concurrence avec les autres, donc ils sont très gentils avec vous. Donc ça donne des scènes un peu surréalistes, parce que moi, c'était le début du succès, je suis pas encore totalement habitué, donc on se retrouve à boire du champagne avec des gens qui clignent des yeux et qui vous font les yeux doux, qui rient à vos blagues même si elles ne sont pas drôles. Et voilà, c'est assez étonnant comme démarche. Et ensuite, il y en a eu 17 qui ont été sélectionnés, donc j'ai rencontré ces gens-là. Et dans l'argument de séduction, beaucoup me proposaient d'adapter le texte avec eux. Déjà, ça leur permettait de dire, bah, on vous fait participer, etc. Et puis ensuite, c'est payé, très bien payé. Mais j'ai choisi un des seuls qui ne m'est pas proposé de participer, c'est Régis Froissart. Euh, et donc, vous me demandiez, oui, je l'ai vu. La première fois, quand je suis arrivé, c'était pendant le confinement. Il y avait une quarantaine de personnes dans la salle. À vrai dire, s'il y a bien une personne qui a une idée précise de ce qu'était le texte, c'est bien moi. Non pas parce que je l'ai écrit, mais parce que je l'ai au moins lu et relu 50 fois. Et donc, évidemment, rien ne ressemble, rien. Rien ne ressemble du tout, pas du tout à ce que j'avais en tête. Et c'est logique. C'est-à-dire que le texte permet à ce luxe sur l'image, c'est de permettre un imaginaire total. Et qu'à partir du moment où on doit mettre des images, il faut les figer, et il faut les matérialiser, il faut les illustrer, il faut les colorer, les moduler. Et donc j'étais très déconcerté. Très déconcerté de voir des acteurs très connus, très talentueux, réciter mot à mot certaines de mes répliques que j'avais écrites, c'était en 2013, donc le film est sorti en 2021, je crois. Donc ça faisait 10 ans presque, ces phrases tournaient dans ma tête, et de les voir énoncées, récitées et jouées par Virginie Fira, c'est vertigineux, vraiment. Je ne peux pas dire que la première fois soit une bonne expérience. Voilà, évidemment, en plus, comme j'avais pensé à l'adaptation cinéma dès le début, en 2013, et qu'il y avait peu de chances de la voir se réaliser, qu'elle se réalisait, bon, j'avais des attentes incroyables. Bon, j'ai trouvé que les scènes de fête étaient vraiment incroyables. Comme je vous le dis, j'aime bien faire la fête, donc j'avais vraiment envie de traverser l'écran et de prendre des shooters dans la cuisine avec l'ordure et de regarder les autres danser. Après, je l'ai vu une deuxième fois et j'ai préféré, j'ai passé un bon moment. La troisième fois, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc au bout de 3 fois, j'ai réussi à mettre beaucoup de distance, à regarder les choses différemment. Et la sixième fois, je me suis dit que j'arrêterais de. Bon, j'ai assisté à beaucoup d'avant-premières. Et la dernière fois, c'était une avant-première à Barcelone. Et je me suis dit, allez, ça suffit, j'arrête de le regarder, sinon je vais le détester, ce film. Mais bon, c'est assez logique quand on regarde 6 fois un film en 6 mois. Bon, il n'y a que ma sœur qui a regardé Titanic 14 fois en 3 mois et qui arrivait encore à l'adorer. Mais bon, pour reconnaître que mon film n'est pas la même intensité que Titanic, ou en tout cas, je ne sais pas, du même tonneau. Donc, je trouve que c'est un film réussi. Voilà. Mais si vous m'aviez interrogé en sortant, oui, parce qu'il y avait ça aussi qui était étonnant, enfin étonnant, non, mais dérangeant. Et quand je suis arrivé pour voir le film, le réalisateur a eu la gentillesse de me tenir au courant tout au long de
la réalisation, de la préparation. Et donc, c'était assez magique. J'avais l'impression d'avoir un pied dans le cinéma et il me tenait au courant. Je suivais l'évolution des castings, des lieux de tournage. Donc, c'était vraiment génial. Donc, j'ai sympathisé avec lui. J'ai même de l'amitié pour lui. Et, et donc, quand je suis arrivé, il était terriblement angoissé. Il était en train de fumer des clopes sur le trottoir devant le cinéma. Il tremblait. Et donc, je me suis dit dès le début, quoi qu'il en soit, même si tu détestes, tu joues la comédie et tu dis que tu as beaucoup aimé. Ça ne sert à rien de tirer la gueule. Vous savez, il y a 3 expériences, comme j'avais beaucoup lu sur le sujet des adaptations, il y avait 3 expériences qui ont montré que ça se passait généralement très très mal entre le réalisateur et l'auteur. Là, pour la première, c'est Petit déjeuner chez Tiffany et Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn. J'avais lu que Truman Capote avait détesté le film, alors que le film est absolument magnifique, magique, et qui s'était fendu d'une tribune dans un journal, c'est Esquire, je crois, pour dire tout le mal qu'il pensait du film. La deuxième, bah, c'est Boris Vian, qui est mort d'une crise cardiaque le jour de l'avant-première au cinéma. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais bon, je suis quand même allé voir mon cardiologue la veille de la projection en me disant c'est quand même con de mourir ce jour-là. Et le troisième, c'est Barbery pour l'élégance du hérisson, qui a demandé à ce qu'on change le titre, qu'on a qu'à demander à ce qu'on enlève son nom du générique. Donc voilà, globalement, ça se passe toujours très mal. Donc j'ai joué la comédie en disant que j'avais trouvé ça très bien. Régis, a priori, j'ai bien joué la comédie puisque Régis Rouinsard était soulagé. Mais je lui ai dit après. Et puis c'est surtout que la troisième fois, je lui ai dit que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, il y a de très bonnes choses dans ce film. Je ne dirais pas ce qui m'a déplu, puisque maintenant que c'est fait, c'est fait. Ça ne sert à rien d'appuyer. Voilà, j'ai trouvé que les comédiens étaient sensationnels. Virginie Fira particulièrement, que la poésie, le côté fantasque, l'élégance du texte se retrouvaient dans beaucoup de scènes. Voilà. Je ne dirais que du bien de ce film. Merci. Je vous en prie. Pour en revenir un petit peu à l'écriture de vos romans, quand vous écrivez un roman, quel est votre but? Est-ce que vous écrivez pour vous, pour mettre des idées sur papier, ou est-ce que vous écrivez pour le lecteur, pour faire passer des messages? Ah, mais alors, on m'a posé peut-être 12 782 questions depuis le début de ma petite carrière, et c'est la première fois qu'on me la pose. Non, je ne suis pas un écrivain engagé. Je suis un écrivain dégagé. Évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on met forcément de soi-même dans les textes, et donc peut-être que malgré moi ou au détour d'une phrase, d'un raisonnement, on pourrait voir une pique de ce que je pense de la société ou de la marche du monde. Je crois, en tout cas, moi j'écris pour être lu. Voilà, j'écris pour être lu. Parce que les textes que j'ai écrits avant n'ont pas été lus. Alors pour certains, tant mieux. Pour le premier roman qui n'a pas trouvé d'éditeur, tant pis. Mais très honnêtement, si j'avais écrit que pour moi, ben, je me serais contenté d'être heureux, d'avoir fini un texte de 500 pages, de l'avoir écrit pendant 2 ans, et ça n'est pas le cas. Globalement, à part des carnets personnels, des carnets intimes, très, très intimes, la majorité des gens qui écrivent pour être lus. Voilà.
Je le pense sincèrement. Peut-être que je me trompe, il y a certainement une niche de personnes qui écrivent seulement pour 15 personnes, mais enfin, je pense que quand on crée un univers, on a envie de le partager avec le plus de monde possible. Voilà, je pense que quelqu'un qui dit je m'en fous d'être lu seulement par 3 personnes, c'est souvent un menteur qui, constatant qu'il n'y a que seulement 3 personnes qui le lisent, décrète que c'est un lectorat suffisamment large pour lui et que les autres sont des cons. Voilà, je parle pas seulement de gagner ma vie, hein. Je parle d'être lu. Voilà. Là, gagner sa vie, c'est important, c'est intéressant, c'est agréable pour plein de raisons, évidemment. Mais vous voyez, par exemple, ça n'a pas marché du tout en Chine. Bon, c'est quand même c'est quasiment une planète, la Chine. Je crois que j'avais fait le calcul, je dois gagner 2 centimes par livre. Donc, vous voyez, pour gagner sa vie, il faut en vendre 800 millions, quoi, quelque sorte, mais il faut très bien gagner sa vie. Mais, voilà, j'aurais bien voulu en vendre 1 million, être lu par 1 million de personnes, même si ça ne représente rien en argent. Je ne sais pas si j'arrive à... D'ailleurs, c'est la première fois que j'explique ce raisonnement. Ça m'aurait plu que 1 million de personnes rentrent dans mon univers, et pas seulement pour m'acheter une Maserati ou agrandir mon loft, parce que ça n'aurait pas été le cas. C'est de se dire, tiens, c'est d'ailleurs ce qui a marqué à la fin de Bojangles. Les gens l'ont sur leur table de nuit, dans le métro, chantent en marchant dans la rue, chantonnent en marchant dans la rue, dansent dans leur tête, rient avec la famille, etc. C'est ça le raisonnement. Voilà. Donc, évidemment, c'est bien quand on gagne sa vie derrière, mais la Chine et l'Inde sont des exemples. Bon, ça n'a pas du tout marché. Donc, j'ai gagné 4 euros. Je me suis acheté un paquet de cigarettes et voilà, tout est parti en fumée. Mais moi, en tout cas, j'écris pour être lu. Après, vous avez tous les emprunts bibliothèques, etc., qui ne sont pas comptabilisés. Donc, vous pouvez ajouter à ça tous nos lecteurs de la bibliothèque. Et là, je ne sais pas si vous atteignez le million, mais ça vous en rajoute. En tout cas. Je pense que c'est presque 1 million dans le monde. Mais oui, voilà. Enfin, un exemplaire vendu aux États-Unis où je gagne très bien ma vie me fait autant plaisir qu'un commentaire venant de Slovaquie où voilà, c'est l'histoire. Ouais. Mais bon, si il y a 800 millions de Chinois qui ont profité de leur confinement atroce pour emprunter Bojangles à la bibliothèque, et ben écoutez, vous voyez, là voilà. Ça me rapporte 0 centime, j'en ai rien à faire. Si ça leur permet de s'évader à partir de leur canapé, à défaut de pouvoir s'évader en traversant les frontières, eh bien je serais très heureux de ça. En tant que... Je renverse les rôles. Vous, en tant que lecteur, en tant que lecteur, non, je me perds dans mes questions. Pardon. Quel livre d'un autre auteur vous auriez rêvé écrire? Un petit déjeuner chez Tiffany, Truman Capote. Mm-hmm. C'était une des références que j'avais pour Bojangles, c'est personne ou très peu de gens en ont parlé. Tout le monde m'a parlé de Boris Vian, alors que je n'ai pas passé une seule seconde à penser à Boris Vian pendant l'écriture. Et très peu de gens ont pensé à Truman Capote. Petit déjeuner chez Tiffany, je le relis une fois par an. Certains sont étonnés. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre ou pas. En tout cas, moi, je considère que c'est un chef-d'œuvre de légèreté, d'élégance, d'insouciance. J'ai envie de jouer de la guitare sous la fenêtre de Holly Golightly.
Voilà. J'ai envie de boire du whisky allongé dans son lit à l'écouter raconter sa vie. J'ai envie qu'elle me foute à la porte de chez elle parce qu'elle a un rendez-vous qu'elle a oublié. Voilà, j'adore son univers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'aimerais bien qu'un jour, dans 30 ans, des gens se disent, tiens, c'est à peu près des romans similaires, ce serait une réussite, ça me suffirait dans l'histoire de ma carrière. Et du coup, un petit peu dans la même idée, est-ce que vous avez des auteurs ou même des livres de prédilection, des auteurs pour lesquels vous attendez toujours le dernier roman ou, Oui, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, je relis, c'est assez drôle parce que bon, c'est le cas pour beaucoup de romans, pour beaucoup de textes. Et ça dépend de la perception qu'on a de ce qu'on vit, etc. Par exemple, je reviens au cas de Bojangles. Le jour où j'ai découvert que la perception de ce texte était différente, c'est lors de la première rencontre dans une librairie. Il y a une femme, puisque ce sont essentiellement les femmes qui lisent et qui viennent dans les librairies. C'est pour ça que le monde va appartenir aux femmes très vite. Il y a une femme qui se lève et qui prend la parole et qui dit pour moi, c'est le livre le plus gai, le plus joyeux, le plus euphorique, le plus, comment dire, non, pas euphorique, mais oui, le plus joyeux que j'ai lu jusqu'à présent. Et à côté, une autre femme grommelait en disant et vraisemblablement, elle n'était pas d'accord. Et ben, je lui ai dit, bah, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas l'air d'accord. Et elle dit, mais moi, c'est le livre le plus triste que j'ai lu cette année. Vous voyez, et j'ai deux femmes qui vivaient dans la même ville, qui faisaient partie de la même classe sociale, qui étaient assises au même endroit et qui avaient subi la même météo et qui pensaient des choses radicalement différentes de ce texte. Je savais que ce phénomène existait, c'est la première fois que je l'avais sous les yeux et concernant mon propre travail. Et donc, comment dire, ce que décrit Houellebecq est triste à mourir, c'est sinistre, les environnements sont souvent glauques, les personnages sont désabusés, et pourtant, la lecture de ces textes me met toujours d'une excellente humeur. Je passe mon temps à m'esclaffer, à rire. Il arrive à sortir des phrases, des saillies qui viennent de nulle part. Et voilà. Et quand je ne vais pas bien, je lis Houellebecq et je vais beaucoup mieux. Peut-être parce que le sinistre qu'il décrit remet en perspective le sinistre que j'imagine vivre. Voilà. Et ça rehausse et je vais toujours mieux. Voilà. C'est bizarre. Ce serait comme regarder un film d'horreur ou Requiem for a Dream quand on va pas bien, alors qu'on devrait plutôt s'orienter vers un Walt Disney ou un film avec Hugh Grant, vous voyez, mais c'est bizarre. Mais oui, j'attends Houellebecq toujours avec impatience. Et en tant que lecteur, depuis quelque temps, on voit que les livres audio sont de plus en plus présents. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de livres audio? Et si oui, est-ce que vous avez aimé ou pas? Alors, bah, c'est une très bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose aussi. Vous avez deux questions exclusives. Je vous félicite. Et non, je n'écoute pas. Je suis très attaché au livre. Je suis sourd déjà. J'entends très mal. Donc, c'est pas le. Et j'ai de bons yeux. Il faut bien avoir des qualités dans la vie. Donc, rien que physiquement déjà, c'est plus naturel pour moi de lire. Et j'ai grandi avec les livres. Voilà, je peux comprendre. Ce qui est drôle, c'est que les gens disent j'ai lu votre livre en audio. Les gens ne disent pas, disent rarement j'ai écouté votre livre. C'est fou quand même, parce qu'il ne s'agit plus du tout de lire. Nous sommes d'accord, c'est un livre audio. Bon, c'est une formule
pratique, mais on ne le lit pas. Et les gens disent, j'ai lu votre livre en voiture. Voilà, et donc je note que c'est très dangereux de lire un livre en voiture. Donc non, j'ai écouté chacun de mes textes a eu la chance d'être adapté en livre audio, et donc j'ai écouté le début à chaque fois. Je comprends que ça plaise, je comprends tout à fait. Ça permet à beaucoup de personnes, non pas de venir à la lecture, puisque comme je le dis, c'est pas de la lecture, mais en tout cas d'approcher la littérature de manière moins formelle, parce que je comprends tout à fait qu'un livre fasse peur, fasse flipper, ennuie, voilà, je le comprends tout à fait. Alors, on a encore 3 petites questions avant de demander à nos Mais je suis étudiants. totalement disponible. Euh, Ce sont mes réponses qui sont longues, pas vos questions. à propos du narrateur, on se demandait comment vous choisissiez le narrateur dans vos romans et si c'était un challenge d'écrire du point de vue d'un enfant, en particulier Elisabeth, qui est une enfant et une petite fille. Est-ce que c'est compliqué? Une ado et le début d'une adulte, oui. Oui. Alors ça, la réponse va être très courte pour une fois. C'est inné. Il n'y a pas de parti pris. Je ne réfléchis pas. Je ne me dis pas, tiens, il faut que je regarde de ce point de vue. Est-ce que c'est un narrateur extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un d'omniscient qui observe tout? Est-ce que c'est un autre personnage qui intervient? Très vite, ça se fait sans que je réfléchisse. Voilà, il y a des choses comme ça dans la vie, c'est un luxe ou pas, mais en tout cas, voilà. Elisabeth, je ne voyais pas autre chose. Je me suis assis, elle a dit point barre. Très bien, ça c'est concis, parfait. Ouais, je vois que cette réponse vous plaît, vous. Et du coup, en tant qu'auteur, quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture et est-ce que n'importe qui peut se lancer dans l'écriture? Alors, je crois sincèrement qu'il faut beaucoup lire pour écrire. Voilà, il y a certainement des cas de figure de gens qui écrivent sans avoir. Oui, et il est mort. Jean Telet ne lisait jamais. Jean Telet qui écrivait des textes historiques. Voilà, je n'ai jamais lu de Jean Telet, mais c'était un très bon écrivain qui avait beaucoup de succès. Et j'étais à la Grande Librairie, l'émission de télé, j'étais invité avec lui pour pas que tout me salisse. Et il était assis à côté de moi, il me dit, moi je ne lis jamais rien. C'est ma femme, Miu Miu, qui m'a obligé à lire votre texte, mais sinon je ne lis rien. Et donc vous voyez, on a un exemple d'un écrivain talentueux et qui ne lit pas. Mais moi, je pense sincèrement que c'est un atout de lire beaucoup. Voilà, c'est une sorte j'en sais rien. Je ne sais pas comment définir ça, mais ça donne un capital littéraire en quelque sorte. J'imagine. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous voyez que je commence à avoir des doutes par rapport à ce que je dis, mais je crois. Et c'était quoi le reste de la question? Les conseils qu'il faut que je donne? C'est ça. Alors, Si vous aviez des conseils. je pense qu'il faut être cinglé, un peu fou. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'inventer un monde imaginaire par définition, dans lequel vous êtes le seul à vivre
entouré de personnages de papier, et ça pendant des mois et peut-être des années. Donc, il faut accepter cette solitude qui peut être pesante et très honnêtement, quand j'ai écrit le premier roman, il y a des moments où je devenais complètement cinglé parce que vous êtes en train de régler des détails de décoration d'un appartement qui n'existe pas en vous disant si ça se trouve, personne ne rentrera dans mon monde imaginaire. Je passe 8 heures par jour dans un monde qui n'existe que pour moi. Ça, honnêtement, bon, faut être solide parfois. Hein, mais c'est aussi un jeu et il y a une satisfaction énorme à écrire. Il y a plus compliqué comme métier, mais le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut être inconscient. Il faut être mégalo aussi, mégalomane, parce que il faut avoir une sacrée confiance en soi, une certaine certitude, une prétention pour s'imaginer que l'histoire qu'on est en train d'écrire va intéresser quelqu'un. En revanche, on passe de la mégalomanie la plus puissante à l'humilité la plus stricte lorsqu'on remet son texte. Là, il faut faire preuve d'une humilité totale. Enfin, c'est le grand saut. Quel que soit le temps que vous avez passé à écrire votre texte, le premier regard d'être humain porté sur votre travail, c'est abominable, c'est l'angoisse terrible. Donc, voilà, je résumerais entre un mélange de mégalomanie et d'humilité. Donc, vous voyez, il faut être un minimum schizophrène, puisque ce sont deux sentiments qui sont assez éloignés. Alors, on va vous poser une dernière question et après, on demandera à nos étudiants. D'ailleurs, vous Il y pouvez en a deux déjà… qui ont disparu. Ils sont allés déjeuner. Peut-être. Mm. Enfin, voilà, si les étudiants veulent écrire des questions dans le chat, on va y répondre juste après. Oui, et moi j'ai une question parce que ça c'est vraiment le… Alors déjà, moi je suis inculte et je suis très mauvais en géographie, mais c'est typiquement le cas d'un Français avec avec l'Amérique ou le reste du monde. C'est pareil pour la Chine ou l'Inde. J'ai regardé la ville dont vous m'appelez. C'est une ville immense Et oui. dont je n'avais jamais entendu parler. Écoutez, il Non, fait mais c'est très du froid délire. ici. Et c'est 3 fois la taille de ma ville natale, Nantes. Hein, c'est 1 million de… Et je n'en avais Oui, jamais 1 entendu parler. 500 000. 1 million, c'est 5 fois. Ouais, ouais. Et c'est fou, hein. Vous voyez à quel point je suis un culte. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes l'une et l'autre au Canada? 5 ans, moi, quasiment. Moi, ça Donc, ça veut dire fait que vous 5 êtes mois. heureuse? Ça fait 5 mois? Bon, tout se passe bien? Il fait froid, mais ça se passe bien. Et l'ordre d'idée des températures, c'est quoi? Cette semaine, on est entre -20 et -25. Donc, Voilà. vous êtes mieux en Espagne, je pense. Ouais, ils faisaient 14 à Barcelone ce matin. Mais ah oui, oulala, 20, -20, mon Dieu. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Si vous avez prévu de visiter le Canada, on vous accueille, on vous reçoit avec Alors, grand plaisir. je suis déjà venu au Canada, j'ai de la famille. Ah oui, je viendrai vraiment avec joie. J'ai de la famille à Halifax. Ah ben, on est de l'autre côté. Voilà. Ah voilà, donc Facile. on ne peut pas venir à pied. C'est pas, on peut pas venir en bicyclette non plus. Ça va vous prendre Ok, quelques semaines. moi, je viendrai avec plaisir. Hein. Je serais ravi de venir rencontrer les lecteurs canadiens. Est-ce Enfin, en tout cas, vous que… n'avez pas de mine l'une et l'autre. Vous n'avez pas les doigts bleus, tout va bien. Pas encore. C'est votre 5e hiver, donc vous devez apprécier, non? Oui, Pas l'hiver. pas l'hiver. Pas l'hiver, d'accord. Voilà. Ça doit être dur, oui. Quand on a passé la période des -25, c'est plus clément, c'est plus… Et ça dure combien de… Ah si, j'avais lu qu'il y avait un phénomène très, très étonnant chez vous. C'est que parfois, les températures prenaient 25 ou 30 degrés pendant une période courte. Avec les Chinook, oui. Vous vous êtes bien renseigné.
Et oui, 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 bah, vous savez, je suis quelqu'un de très professionnel, moi. Je veux savoir à qui je parle Ah et qui voilà. sont les gens. Donc, Et dans donc, deux oui, ça semaines, doit être un... dans 2 semaines, on Oui, sera probablement en short. C'est pas impossible. incroyable, c'est fabuleux, Mhm. ce phénomène. C'est fou. Ça porte un nom? Les Chinooks. Les Chinook. Bon, Les Chinooks. c'est un nom très... c'est un nom drôle. Voilà, Chinook. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes Chinook, intenses et bien chaudes. Et ça On dure combien croise de les doigts. temps? Euh, les Chinooks, en général, Oui, c'est 24 heures, une journée comme ça. incroyable. Bon, Mhm. voilà, écoutez, c'est très bien. Je suis très heureux de... Je vous souhaite une joyeuse Chinook. Est-ce que, si on revient à votre écriture, est-ce que vous avez un nouveau roman en préparation? Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que c'est top secret? Est-ce que on peut avoir Ah, des petits oui, oui. indices? La CIA m'interdit de parler, évidemment. Ce texte est sous embargo. Il y a des enjeux capitaux géostratégiques, évidemment. Ouais, ouais. Joe Biden est très, très intéressé par mon futur texte. Non, il n'y a rien de secret. Le problème, c'est que je change, comme je vous le disais, ma façon d'aborder mes textes est totalement différente d'une fois sur l'autre. Et donc, bon, et ça traite de la bêtise. Je suis un expert dans ce domaine-là, donc je vais beaucoup mettre de moi dans votre question, Emma. Est-ce que vous mettez un peu de vous? Oui, le personnage est complètement bête et idiot, et donc, voilà. J'espère que ce sera un roman drôle et touchant. Mais bon, là j'ai écrit 40 pages et pour la première fois de ma vie, je vais reprendre ces 40 pages, ce qui ne m'est jamais arrivé. Donc ça m'agace. Voilà le sujet. Il s'appelle Anatole Malakiev. Mon éditeur trouve qu'il y a des passages qui sont drôles ou voire très drôles, mais il faut que je retravaille. Je suis pas satisfait de ce que, je suis pas totalement satisfait de ce que, voilà. Donc le texte que vous aurez dans quelques mois sous les yeux n'est pas celui que j'ai sur mon ordinateur. Et est-ce qu'encore cette fois-ci, vous avez eu libre, vous avez été libre de choisir le sujet ou est-ce que c'est votre éditeur qui vous a commandé quelque chose de spécifique? Ah oui, alors non, je suis l'homme le plus libre du monde. C'est une vertu cardinale pour moi. Non, alors mon éditeur ne m'impose rien du tout, ni thème, rien du tout. Il me donne des conseils qui sont généralement bons, que j'ai le droit d'ignorer, que j'ai le droit de suivre. Non, non, je suis totalement libre. Et je suis énormément libre parce que mes livres se vendent bien. Donc voilà. Mais je crois aucun éditeur n'impose de thème. Les éditeurs peuvent suggérer un thème, peut-être un auteur parfois, mais non, non, l'écrivain est libre du sujet qu'il choisit et de la manière dont il traite. Après, s'il fait fausse route, c'est le rôle de l'éditeur de lui dire, écoute, tu t'es égaré pendant ce chapitre-là, mais si l'écrivain a envie de conserver ce chapitre, malgré l'avis de l'éditeur, il le fait. À ses risques et périls. On ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Donc voilà, moi j'écoute souvent je suis les conseils de mon éditeur. Parfois je lui dis non, ce passage me plaît comme ça, je souhaite le laisser. Et parfois j'ai raison, parce que je constate que quand je rencontre des lecteurs, certains me disent ça m'a fait rire, c'est un bon passage, et voilà. Et parfois j'ai tort, puisque je lis dans la presse qu'un journaliste épingle un passage que mon éditeur voulait faire sauter et que j'ai voulu garder. Et donc ça, c'est un peu le miracle de l'histoire. J'ai fini de répondre à la question? Non? Oui, Oui? oui, parfait. On a une question là d'une de nos membres, Andrea, qui Bonjour, Andrea. sait que dans Bojangles, il y a une grosse part d'humour, justement.
pour traiter d'un thème, pour traiter de la folie, qui est quand même un thème très, très délicat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus derrière tout ça? Alors, Andrea, merci pour votre question. L'humour, et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais là, l'humour dans Bojungle, ça a été spontané, inné. Très peu de traits d'esprit dans Bojungle ont été réfléchis. Ça vient vraiment au fil de l'écriture. Et cette manière de traiter un sujet grave avec légèreté, ça, c'est aussi quelque chose de naturel chez moi. Je déteste rentrer dans le pathos. Pour plein de raisons, j'ai eu une enfance et une adolescence abominables. Et je pense que c'est une question de nature. J'ai toujours transformé les choses pénibles qui m'arrivaient en farce. Voilà. Je préfère aussi la compagnie des gens qui transforment les drames en plaisanterie plutôt que les gens qui transforment leurs petits problèmes en drames. Voilà. Voilà, Andrea, j'espère que ma réponse vous convient. Est-ce que j'ai répondu à la question déjà? Oui, oui, absolument. Absolument. On va commencer à distribuer des notes pour les réponses aux questions. Je vous en prie. 10 sur 10. Est-ce que vous considérez Pactum Salis comme un roman policier? C'est un roman bâtard, au sens français du terme, hein. C'est pas une insulte, mais en fait, j'ai eu cette histoire de corps sans y avoir réfléchi. Et François Bunel, dans La Grande Librairie, l'émission de littérature phare en France, avait dit que c'était un roman polar 2 ou un polar littéraire. Voilà, c'est un objet non identifié, Pactum Salis. J'en sais rien. On ne peut pas dire que ce soit. Honnêtement, si quelqu'un me dit j'adore les polars, qu'est-ce que tu me conseillerais comme livre? Je ne conseillerais pas Pactum Salis, non, parce qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de. Voilà, où l'intrigue est très très fine, il n'y a pas de chute. Voilà, c'est surtout. Je voulais à la rencontre de deux personnes très différentes. Je ne voulais pas qu'il se passe particulièrement de choses. J'ai pu constater avec Pactum Salis que moi j'aime bien par exemple les histoires dont on ne connaît pas la fin, qui se finissent un peu, voilà. J'ai constaté que la majorité des gens n'aimaient pas ça du tout. Ça a fait enrager Emma. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, Emma, vous voyez, je suis désolé pour vous. Moi j'aime bien cette question. J'aime bien qu'une histoire ne raconte pas forcément plein de choses. Vous voyez, moi, j'adore Un singe en hiver. Et le livre et le film avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. De quoi s'agit-il? C'est un jeune homme qui boit beaucoup, qui arrive dans un hôtel en Normandie. Et le patron de cet hôtel est un vieux bougon qui est Jean Gabin. Et il a arrêté de boire 30 ans avant. Point. Voilà l'histoire. Ce sont leurs aventures, ce sont leurs relations, ce sont leurs conversations. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, mais enfin, je vous le recommande. Et puis ça s'arrête. Ils prennent le train ensemble, le vieux sort, le jeune le regarde sortir, il y a la musique, top, terminé. Et je trouve ça beau. Et il ne s'est pas passé un truc de dingue, ils n'ont pas parlé de la marche du monde, et voilà, c'est leur relation. Et ça, j'aimais bien. Et j'ai voulu écrire un texte qui était un peu dans cet état d'esprit. Et j'ai remarqué que ça ne plaisait pas les gens. Peut-être qu'on est à l'ère de Netflix, de l'efficacité, de la punchline, c'est pas une critique, hein, cher Emma. Mais je note que
les gens veulent une chute, les gens veulent un aboutissement, ils veulent des rebondissements, et là, il n'y en avait pas. Voilà, c'est deux personnes qui sont dans un environnement particulier, qui s'apprécient mais qui se détestent, qui sont très éloignés, qui se retrouvent des points communs et qui se trouvent des différences, et voilà, et ils se séparent. Point. Et j'ai remarqué que la majorité des gens n'aimaient pas ça. Donc, Je pense que c'était plus le côté incertitude à la fin. C'est que voilà, il y a deux oui, morts, une personne dans et le coma. Est-ce que Jean est dans le coma? Est-ce qu'il est mort? je comprends. Et moi, j'avais envie de terminer ce roman comme ça. J'avais envie qu'il y ait un doute. Mais a priori, mon goût n'est pas le goût de la majorité des gens. Voilà. Et c'est drôle. Mais est-ce que pour vous, c'est clair? Genre, qui est mort et qui n'est pas mort pour vous Eh bien, je ou change pas? souvent d'avis. D'accord. C'est fou, hein? Et c'est l'avantage d'une fin ouverte. Mhm. Voilà, si on déteste Jean, eh ben on le tue. Si on a de l'affection pour lui, de la tendresse, sans aller jusqu'à là, de la sympathie, eh bien, il s'en sort. Bon, bah, et moi, il est juste dans le coma pour moi. Bon, donc il a des pistes. Est-ce que on a d'autres questions? On va dire à nos étudiants, ne soyez pas timides. Mais oui, ne soyez Une pas timides. dernière Vu d'elle. petite question. Plus je parle, moins il y en a. C'est peut-être qu'ils sont indisposés par la fumée de cigarette. C'est peut-être ça, c'est arrivé jusqu'ici. Ouais, ils ont dû tousser. Non, bah écoutez. Ou alors vous avez déjà répondu à toutes leurs questions. Je suis bavard, hein. Ah non, question. Quand vous avez écrit Bojangles, est-ce que vous avez eu en tête, je ne sais pas si vous connaissez, le film La famille Tenenbaum, The Eh Royal bien, Tenenbaums, non, mais je me souviens de l'affiche, de mais Wes Anderson? je n'ai pas vu le film. Ah, Ça ressemble? il y a un petit côté famille décalée, etc. Regardez-le. C'est- Je le regardais. Maintenant, je crois que parfois, les commentaires faisaient référence à ce film-là, peut-être. Peut-être. Donc, C'est Damien qui a posé la question. vous avez raison, cher Damien. Mais je vais le regarder. Et je vous remercie du conseil. Et autre question, du coup, de Damien qui est lancé. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible de Néon de John Kennedy Toole, où le narrateur est un enfant? Eh bien non, je n'ai lu aucun texte de Toole. Je suis désolé. Il y en a un autre qui est très célèbre aussi. Je ne me souviens plus du titre. En tout cas, merci, cher Damien. Vous me donnez et des films et des livres à regarder. Voilà, vous allez être occupé. Quel est l'autre texte de Toole qui est très connu? Euh, Cher Damien, peut-être. Vous allez ah, pouvoir m'aider. la conjuration d'un imbécile? Peut-être, oui. Voilà. Ouais. La conjugation des imbéciles ou d'un imbécile. D'un imbécile, peut-être. Et autre question, est-ce Mais que... oui, euh, je ne peux pas appuyer parce que si j'appuie sur un truc, ça va s'éteindre. conjuration des imbéciles. Des Voilà, imbéciles. ça a été Ouais. corrigé. Euh, est-ce que quand le narrateur est un enfant, c'est plus astucieux d'un point de vue stylistique? Non, ça n'est pas astucieux du tout, puisque clairement, il n'y a rien de plus casse-gueule dans la littérature. Enfin, il y a d'autres choses casse-gueule, mais en tout cas, c'est très casse-gueule de se glisser dans la peau d'un enfant. C'était un miracle que j'y arrive. Moi, j'avais le souvenir de La vie devant soi que j'avais trouvé magnifique, mais il faut quand même très peu pour exaspérer le lecteur. C'est pas une astuce, ça n'est pas astucieux en tout cas.
si vous voulez réussir l'écriture d'un roman, c'est peut-être pas la première chose que je recommanderais. Voilà, ça fait partie de la magie de ce roman. J'ai réussi, je me demande encore comment, mais c'est pas le parti pris le plus simple, je pense. Après, c'est une des premières choses qui est revenue. Je me rappelle quand on a fait le book club sur ce livre-là, c'était, mais mon Dieu, que c'est brillant de raconter l'histoire du point de vue d'un enfant qui n'a pas d'âge, mais qu'on imagine assez jeune, parce que bah, voilà, il y a un regard complètement différent sur le monde des adultes, et c'est ça qui revenait très souvent. Ça n'a pas été réfléchi, et autant vous dire que j'ai été bien inspiré ce jour-là. Je suis très heureux. Mais très, très vite, il y a aussi ça. C'est que en relisant mon texte, je commençais à me taper sur les nerfs. Et le texte commençait à me taper sur les nerfs, et est venue assez vite l'idée d'intercaler les passages du père pour changer de rythme et d'écriture et de maturité. Je pense que si le texte n'avait été écrit qu'avec un enfant, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Il fallait équilibrer. Il y a justement, peut-être ça rejoint un peu ça, Andrea qui nous demande si le choix du vouvoiement dans Bojangles, toujours, est-ce que ça... C'est pour ça, c'est pour apporter un petit peu de distance avec le point de vue de l'enfant? Non, ça n'a pas été réfléchi comme ça. Le vouvoiement, c'est un sujet qui me passionne. Je viens de finir un texte en espagnol, et donc le usted est très peu utilisé en espagnol. Il est prétentieux, considéré comme snob, mais pendant tout le texte, c'est Javier Cercas qui a eu le prix Planeta avec Terra Alta et Indépendance. Et il parle souvent du tutoiement avec des personnages qui disent arrête de me vouvoyer et tout ça. Ouais, moi, c'est un sujet qui me plaît. Je trouve que le vouvoiement se perd. On a trop tendance à le considérer comme du snobisme ou une mauvaise distance. Moi, je trouve ça élégant. Je trouve que ça permet d'offrir une autre étape dans une relation. C'est-à-dire que quand on tutoie immédiatement les gens, on n'a plus d'étape. Les gens ont tendance à vous dire on va se tutoyer tout de suite, etc. Mais moi, mes patrons, par exemple, m'ont toujours demandé de les tutoyer. Je les ai jamais tutoyés parce que le jour où ils m'ont viré, j'étais bien content de ne pas être entré dans cette connivence. Ce sont mes patrons, ce ne sont pas mes amis. Et le tutoiement laisse imaginer qu'on rentre dans une complicité qui n'existe pas. Voilà. Et puis il y a autre chose qui est très bizarre, parce que très naturellement, quand j'ai commencé à parler, j'ai vouvoyé ma mère sans qu'elle me demande rien du tout. Et je lui disais vous, et je l'appelais Isabelle. Voilà, elle m'a dit que ça allait durer quelques mois. J'aime bien le vouvoiement, ça permet de l'élégance, un peu de distance. Voilà, ça permet de créer autre chose. Et on s'est vouvoyé avec Suzanne pendant les premiers mois parce que ça nous faisait rire. Pas parce que c'était vieille France ou parce qu'on se prenait pour des aristos du XVIIIe siècle. Ça nous fait rire, ça nous faisait rire. Et, par exemple, je trouve vous me faites chier, c'est quand même plus élégant que tu me fais chier. Voilà, ça rend le quotidien plus poétique et les engueulades plus drôles. Voilà. Sans rattacher ça au côté vieille France, tradie et tout ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je rencontre plein de libraires, quand je développe cette théorie, les gens sont d'accord ou pas d'accord, mais il y a toujours un moment où, pendant le dîner, ils disent bon, on va se tutoyer quand même, comme si tout ce que j'avais dit n'avait servi à rien. Est-ce que... C'est une théorie qui est très valable, mais voilà, vous noterez aussi que dans
le Pactum Salis, c'est les gens se vous voient. Ils se vous voient, les deux personnages se vous voient. Voilà, chaque écrivain a ses petites obsessions. Moi, c'est l'obsession du vouvoiement. Voilà, je trouve ça plus chic. Est-ce que est-ce que vous savez comment ça a été, parce que Bojangles a été traduit en anglais. Est-ce que vous savez comment le vouvoiement a Non, été rendu? non, parce que mon niveau d'anglais est déplorable. Je n'en ai lu que des passages, je ne sais pas, non, 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 non. Parce que ça a dû être un petit casse-tête, j'imagine, pour les traducteurs. Ouais, 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 il a été traduit en 32 langues, je crois. Je ne suis pas sûr que tous les jeux de mots aient passé le tamis de la traduction. Je n'en sais rien et je n'ai aucun moyen de le savoir. Sauf quand j'ai la chance, quand je suis invité dans les pays étrangers, de rencontrer des bilingues. On lit les deux, mais c'est quand même un cas de figure assez éloigné. Évidemment, le traducteur ne va pas me dire qu'il a fait une mauvaise traduction par la force des choses. Disons, j'ai été très médiocre là. J'ai pas. Vous m'avez Alors, donné des cheveux blancs. ouais. Euh, non, alors oui, ce qui était sympa dans la traduction, et ça rejoint un peu votre question, mais dans un sujet différent, c'est la demoiselle de Numidie, qui devenait une autruche, qui était quasiment une autruche en Russie. Les surnoms de la demoiselle de Numidie, parce que voilà, Mademoiselle Superfétatoire, il y a Soupafloua, il y a Superflu, bien sûr, et l'ordure. Les... Dans certains pays, ils ne comprenaient pas que j'appelle quelqu'un l'ordure avec affection, alors ils ont changé, parce que pour eux, ordure, c'était vraiment trop méchant, et donc ils ne comprenaient pas. Mais ça, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, enfin, évidemment, quand on écrit, et quand on se retrouve avec la traductrice, parce que c'est aussi tout le temps quasiment des femmes, la traductrice au téléphone qui dit mais ça je suis complètement bloqué, je ne sais pas comment m'en sortir, et on trouve une solution ensemble, mais c'est évidemment bon, on n'y pense pas quand on écrit. Voilà. Et ça vous dérange pas de ne pas avoir de contrôle là-dessus, s'il y a un nom d'un personnage qui Absolument pas change? le choix. Absolument pas le choix. Je ne vais quand même pas refuser que mon livre soit 3D8 alors que c'est un honneur, uniquement parce que on a des débats sémantiques et une application. En Grèce, je me souviens plus exactement, mais le titre a dû être changé parce que c'est la prononciation, ça s'apparentait à une insulte. En attendant Bojangles, je ne sais pas, c'est une langue assez éloignée de la nôtre, mais c'était un peu ordurier ou peut-être sexuel, ou j'en sais rien. Donc, ils m'ont dit que vous pouvez nous aider à trouver un autre titre. Donc, dans mes souvenirs, c'est Veuillez entrer dans la danse, quelque chose comme ça, ou Veuillez accepter cette danse. Ouais. En Mhm. Chine aussi, mais pas pour d'autres raisons. Mais enfin, voilà, le tourbillon dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que vous répondez à plein d'interviews, vous répétez sans cesse la même chose, vous vous retrouvez avec des traducteurs qui sont embêtés pour des blagues, des mots, des traits d'esprit qu'il faut essayer de lui expliquer pour. Ouais, c'est assez drôle. Très bien. Euh, Il y a Andrea qui dit que Mademoiselle Superfétatoire est magnifique et qu'elle adore son nom et son personnage. Merci beaucoup. Là aussi, dans le film, je ne sais pas si Andrea a eu l'occasion de voir le film, mais pour l'anecdote du cinéma, évidemment, quand je décide de mettre une Brune du Midi dans un appartement haussmannien à Paris, ça ne me pose aucun problème. Ça, c'est l'autre avantage de la littérature, c'est que les mots ne coûtent pas un sou. Sauf que les réalisateurs que j'ai rencontrés étaient confrontés au problème de l'adaptation et de la réalisation, de l'incarnation de Mademoiselle Superfétatoire. Donc il y avait trois cas de figure. Il y avait le robot qui était habillé, l'image de synthèse et les vraies demoiselles de Numidie. Et donc, Régis a choisi et les images de synthèse et les vraies demoiselles de Numidie, ce qui fait que pendant un an, j'ai reçu des vidéos de
petites grues de Numidie qui étaient élevées en Espagne, 7, qui ont été élevées spécialement pour ça, éliminées en fonction de leur capacité à réaliser ce qu'on leur demandait. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de recevoir sur son téléphone une vidéo avec une éleveuse espagnole qui dit « Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle ». Et là, il y a un oiseau qui se pointe avec son bec et on se dit « Waouh ». Donc, il y a eu un casting d'oiseaux. Il y a eu un casting d'oiseaux et je l'ai rencontré sur le trottoir à Paris pendant le tournage. Et j'ai rencontré la réalisation de mon délire, voilà, qui sortait d'une cage, qui était très élégante, très chic. Et voilà, et j'ai l'impression d'être son géniteur, quoi. Je vais vous rassurer tout de suite, elle n'en avait absolument rien à foutre de moi. Que je lui ai donné un rôle mondial, puisque le film est sorti dans 28 aucune reconnaissance. Ni merci, ni vouvoiement, ni câlin, rien du tout. Sous les oiseaux très ingrats. Très élégant, mais très ingrat. Elle a probablement pu prendre sa retraite et voilà. Ah oui, elle a été payée une fortune. Elle vit à Ibiza actuellement. Elle a des lunettes de soleil adaptées à son bec. Et elle est entourée de belles filles et de beaux hommes. Une belle vie de demoiselle de Numidie, quoi. Alors, je regarde si on n'a pas une dernière question, peut-être, d'un de nos participants. A priori, non. Si, peut-être. C'est quand même très flou, là. Hein. Faudrait que je me fasse installer un studio, le mégalo. Avec tout l'argent de la Chine, je vais me faire construire un énorme studio dans le jardin. Est-ce que vous avez beaucoup d'interviews programmées comme ça avec des écoles, des instituts français, des choses comme ça? Alors, Institut français, j'ai eu la chance de me déplacer pour le prix Ségalen en Asie, prix que j'ai eu la chance de remporter. Et donc, nous avons visité avec Suzanne 6 pays en 3 semaines, 6 pays d'Asie. Et généralement, j'ai visité 17 pays et à chaque fois, j'ai été reçu par les instituts français. Il y a un autre, l'Institut français et autre chose. Les alliances, peut-être? Voilà, Alliance, voilà, pardonnez-moi. Alliance française et Institut français. Et à chaque fois, c'est top. J'en ai fait très peu, finalement, en Zoom. Parce que je me déplace. Mais je me déplacerai la prochaine fois. On vous attend. Il y a des alliances françaises dans toutes les grandes villes au Canada. Vous pouvez commencer par Halifax et ensuite. Oui, voilà, pour voir mes cousins. Voilà. J'essaierai de tomber pendant le Choupoc, non le Chinook. Le Chinook, excusez-moi. Le Chinook, voilà. Le Chinook, oui. Bon, sinon, si vous ne voulez pas de mauvaises surprises, vous venez en juin, juillet et ça ira. Eh bien oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je serai très heureux de ça. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup, beaucoup, Olivier Bourdeau, d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous. Ben oui, et puis désolé pour le petit micmac du début. C'est rien, c'est les aléas du direct. De discuter avec vous. Toutes vos questions étaient très intéressantes. Emma, vous avez deux nouvelles questions, c'est quand même assez rare. Je vous félicite. Merci beaucoup à vous. Et vous êtes très aimable et c'était charmant comme moment. J'espère que les participants, il y en a un nouveau là. C'est la fin, cher ami. J'espère que les participants ont apprécié. Moi, j'ai passé un très bon moment et je vous remercie. Merci beaucoup. On attend avec impatience votre prochain livre qui sera sur la liste de nos prochains book clubs. Donc, eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à le finir. Voilà, au travail. Bonne journée, ne prenez pas froid et merci encore pour tout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.